chauffeur routier rentre chez lui plus tôt que prévu. 4 heures du matin. Des chaussures d'homme inconnues dans l'entrée. Ce qu'il découvre dans sa chambre va détruire sa vie en quelques secondes. Sa femme, son meilleur ami, dans son propre lit. Mais ce n'est que le début du cauchemar. Car un test ADN va révéler une vérité encore plus atroce. Sa fille de 4 ans n'est même pas de lui. Pendant toutes ces années, il travaillait comme un forçat pour une famille bâtie sur le mensonge. Vous allez découvrir comment un homme brisé se transforme en stratège implacable. Comment il utilise la loi, la vérité et une vengeance méthodique pour détruire ceux qui l'ont trahi. Bienvenue sur Histoire d'infidélité. Dans les commentaires, écrivez-nous de quelle ville vous nous regardez et quel temps il fait chez vous en ce moment. Cette histoire va vous montrer que la trahison a toujours un prix et que la justice, même froide, finit toujours par triompher. Maxime, chauffeur routier épuisé par des semaines de trajets ininterrompus, revenait enfin d'une tournée éprouvante. Le voyage s'était terminé plus tôt que d'habitude, et dans sa poitrine explosait une joie débordante à l'idée de retrouver sa famille adorée. Ces derniers mois, il avait à peine entrevu sa femme et ses enfants, Théo, 8 ans, qui dévorait les vivres avec une passion dévorante, et la petite Emma, 4 ans à peine, qui grandissait sans la tendresse de ses mains paternelles. Mais tous ces sacrifices, toute cette souffrance, étaient pour eux, pour leur avenir qu'ils rêvaient de bâtir, pierre par pierre, en gagnant de quoi acheter une voiture neuve et leur garantir une existence sans privation. Cette opportunité inespérée de rentrer plus tôt était tombée du ciel, un véritable miracle du destin. S'imaginant la joie éclatante de Michel et des enfants, il souriait jusqu'aux oreilles, savourant d'avance leurs cris de bonheur et leurs étreintes écrasantes. Un tel tableau valait tous les tourments, toutes les heures interminables avalées par la route impitoyable. Quittant l'autoroute et garant son mastodonte de métal non loin de son immeuble, Maxime se figea un instant dans la cabine, secouant les ultimes vestiges de fatigue qui collaient à sa peau. Il était tôt, à peine 4 heures du matin. Michel dormait-elle encore paisiblement, pensa-t-il fugacement. Mais l'excitation fébrile des retrouvailles écrasa tous les doutes. Il abandonna le poids lourd sur un petit parking discret, connaissant parfaitement ses lieux et l'endroit sûr où laisser son engin pour la nuit. Se dirigeant d'un pas léger et pressé vers l'entrée de l'immeuble, il s'efforçait de marcher avec la discrétion d'un chat. La cour baignait dans un silence de tombe, éclairé chichement par de rares lampadaires vacillants. Dans l'escalier aux marches grinçantes, montant vers son nid familial, Maxime inséra la clé dans la serrure avec une précaution extrême. Un déclic métallique et la porte céda dans un murmure. Dans l'entrée plongée dans les ténèbres, son regard tomba comme un coup de massue sur des chaussures d'homme posées près de la commode. Elles étaient étrangères, absolument inconnues, n'appartenant manifestement ni à lui ni à aucune de leurs connaissances. Son cœur explosa dans sa poitrine. Une boule de plomb glacé remonta le long de sa gorge, l'étranglant. Maxime chercha désespérément une explication rationnelle, tenta de se convaincre frénétiquement que cela pouvait être des voisins venus pour une urgence nocturne ou un collègue égaré. Mais le bon sens hurlait le contraire dans son crâne. 4 heures du matin, des chaussures masculines inconnues dans son entrée. Il ne pouvait exister aucune explication innocente. Son cœur s'emballa comme un moteur fou, martelant un rythme de panique pure. Maxime referma la porte d'entrée avec une lenteur calculée et, retenant son souffle pour ne pas faire le moindre bruit, avança comme un fauve, les yeux rivés sur les chaussures maudites. Des suppositions terrifiantes, chacune plus atroce que l'autre, explosaient dans sa tête comme des grenades. Vraiment ? Pas ça, pas elle, pas maintenant, pensa-t-il dans un vertige de déni. Mais le pressentiment monstrueux devenait une certitude écrasante. De la chambre conjugale parvinrent des bruits étouffés, un rire masculin étouffé, puis une voix d'homme indistincte suivie d'un chuchotement complice de sa femme. Le doute s'évanouit. Une vague volcanique de rage et de douleur déchirante le frappa de plein fouet, lui coupant le souffle. Il aspira une goulée d'air tremblante et se précipita d'un pas rageur vers la chambre maudite. La porte était entr'ouverte, obscènement accueillante. À travers l'ouverture filtrait une lueur lunaire blafarde. La repoussant violemment d'un coup sec, Maxime se pétrifia sur le seuil comme foudroyé. Dans la pénombre poisseuse, il distingua 2 silhouettes enlacées. Michel, sa femme, son épouse, la mère de ses enfants, étaient assises sur le lit conjugal souillé,
enveloppé dans la couverture qu'il avait achetée. À ses côtés, se levant précipitamment dans un mouvement paniqué, se dressait un homme, le torse nu et luisant de sueur. Dans la clarté fantomatique de la lune brillèrent ses yeux terrorisés. « Toi !» Ce fut tout ce que Maxime parvint à articuler dans un souffle rauque, son regard oscillant entre sa femme et l'intrus dégueulasse dans son propre lit. Michel poussa un hurlement aigu, bondit hors du lit comme une furie, tentant frénétiquement d'enfiler un peignoir pour dissimuler sa nudité trahie. L'homme se leva aussi dans un sursaut pathétique, cherchant sa chemise abandonnée sur le parquet. Pendant une seconde infinie plana un silence apocalyptique. Puis Maxime explosa dans une rage thermonucléaire. « Qu'est-ce qui se passe ici, putain de merde ?» Il rugit avec une violence telle que les vitres tremblèrent dans leur cadre et que l'air lui-même sembla se déchirer. « Michel, qu'est-ce que c'est que cette horreur ?» L'inconnu souillé, tentant pathétiquement de calmer l'ouragan, tendit ses paumes moites en avant dans un geste de supplication ridicule. « Du calme, mec, on va tout expliquer, on peut... » Mais Maxime se rua déjà en avant tel un taureau enragé. De l'épaule, il repoussa brutalement Michel qui poussa un cri strident de terreur pure. Sa cible, son unique obsession, n'était qu'une seule personne. Cette ordure, ce parasite qui avait osé profaner son lit sacré. Le premier coup de poing explosa sur la mâchoire de l'amant avec un craquement sinistre. L'inconnu fut catapulté en arrière comme un pantin désarticulé, percutant violemment l'armoire dans un fracas terrifiant d'où dégringolèrent bibelots et cadres photos. L'homme marmonna quelque chose d'incompréhensible, mais ne put que gémir lamentablement de douleur, le visage tordu en un masque de souffrance. Michel, s'accrochant désespérément aux bras musclés de son mari comme une folle, hurla à plein poumon. « Maxime, arrête immédiatement! Tu es complètement devenu fou! Arrête !» Mais il ne l'entendait plus. La fatigue monstrueuse accumulée depuis des semaines, la tension insoutenable et l'avalanche dévastatrice de rage face à cette trahison immonde se fondaient en lui en un cocktail explosif. L'amant lâche, se protégeant misérablement avec ses bras tremblants, oscillait contre l'armoire éventrée. Sur sa joue se formait déjà un hématome pourpre spectaculaire. « Je t'en supplie, je pars tout de suite !» balbutia-t-il en secouant la tête frénétiquement, et il se précipita vers la sortie en esquivant Maxime dans une fuite honteuse. Celui-ci tenta de l'intercepter dans un réflexe animal, mais Michel s'accrocha sauvagement à son dos, plantant ses ongles dans ses épaules comme des griffes acérées. « Assez, je t'en supplie, arrête !»« Ne fais pas ça, arrête !» sanglotait-elle hystériquement, la voix déchirée par les pleurs. L'amant profiteur réussit à se faufiler comme le rat qu'il était. Trébuchant pathétiquement, il ramassait ses vêtements éparpillés au passage dans une débandade grotesque et s'enfuit dans le couloir en renversant violemment le porte-manteau qui s'écrasa au sol dans un vacarme métallique. La porte d'entrée claqua comme un coup de tonnerre. Le parasite s'était évaporé dans la nuit. Resté seul face à face avec sa femme adultère, Maxime détacha ses mains crispées et se retourna lentement. Michel se tenait là, pathétique, serrant les pans froissés de son peignoir contre sa poitrine haletante. Son visage était déformé par un mélange toxique de terreur brute et de colère défensive. « Donc, c'est comme ça. » Maxime prononça ces mots dans un murmure glacial, presque syllabe par syllabe, respirant avec une difficulté laborieuse, sa voix vibrante de douleur contenue. « Pendant que moi, comme le dernier des imbéciles, je me tue sur les routes jour et nuit sans répit, toi tu ramènes des hommes ici, dans notre lit sacré, dans notre foyer. » Michel releva le menton dans un geste de défi orgueilleux et révoltant. « Et qu'est-ce que tu voulais exactement ? Je suis une jeune femme avec des besoins. Combien de temps dois-je attendre dans le vide ? On ne sait même pas quoi attendre. Tu apparais à la maison une fois par semaine, parfois toutes les 2 semaines seulement. Je travaille comme un chien pour toi et les enfants, pour qu'on ait tout, l'argent, le confort, un avenir décent. Et toi tu m'as trahi, tu m'as trompé dans ma propre maison, explosa Maxime en réponse, n'en croyant absolument pas ses oreilles meurtries. Eh bien, qu'il aille se faire foutre ton argent de merde, hurla Michel dans une explosion de rage. Tu crois vraiment qu'il me remplace un mari vivant à mes côtés ? C'est toi qui m'as abandonné comme une vieille chaussette avec tes tournées interminables. Et moi, j'en ai ma claque d'être seul dans ce lit glacé. À cet instant précis, Maxime réalisa soudain avec une terreur nouvelle qu'un silence anormal, presque irréel, régnait dans l'appartement. De la chambre des enfants ne parvenait aucun bruit.
Il jeta brusquement un regard vers la porte entr'ouverte de la nurserie. C'était sombre et vide. « Où sont-ils, Michel ?» hurla-t-il, sentant une terreur montante l'envahir. « Où sont nos enfants ?»« Chez ma mère », trancha-t-elle avec irritation. « Et Dieu merci qu'il ne voit pas tout ce cauchemar. » « C'est-à-dire que tu les as envoyés exprès chez ta mère pour ramener ton amant à la maison ?» La voix de Maxime se brisa en un râle rauque. Il dut reprendre son souffle pour ne pas exploser en hurlements incontrôlés. « Oui, pour que tu le saches bien, je les ai envoyés, » vociféra Michel, les yeux étincelants de rage. « Au moins une nuit vécue tranquillement. De toute façon, tu n'es jamais à la maison. Moi aussi j'ai besoin d'une vie personnelle. » « Donc, c'est moi le coupable d'avoir trimé au travail comme un forçat, murmura-t-il, bouleversé jusqu'aux os. C'est moi le coupable d'avoir tout fait pour vous ?» Michel renifla avec mépris et détourna le regard. « Qu'est-ce que tu comprends de toute façon ?» Les mains de Maxime se mirent à trembler violemment. Il voyait devant lui une personne complètement différente, pas cette épouse aimante qu'il considérait comme son pilier, pour qui il s'était tué à la tâche. Devant lui se dressait une femme étrangère et méchante, prête à planter ses griffes encore plus profondément. « Fais tes valises et dégage rejoindre ton gigolo. » Maxime prononça ces mots doucement, mais avec une menace glaciale, désignant la porte d'un hochement de tête. « Que je ne sente plus ton odeur ici. » Michel lui lança un regard furibond. « Ah, c'est comme ça. Eh bien, parfait. Je pars et j'emmène les enfants avec moi. C'est clair pour toi ?» Maxime eut un rire amer, bien que son cœur se soit serré au mot « enfant ». Dans ses tempes pulsait une rage venimeuse. « Les enfants ? Mes enfants, tu vas les emmener ? » « Jamais de la vie !» hurla-t-il, réalisant qu'il n'était plus capable de raisonner lucidement. « On verra bien !» lança méchamment Michel en pivotant, sortant de la chambre. « Tu crois qu'ils ont besoin de toi ? Tu te souviens d'eux, une fois par mois ?» Il la suivit, continuant à lui crier dans le dos. « Mais qui es-tu après ça ? Comment oses-tu seulement ?» Sa femme courait déjà à travers l'appartement, attrapant vêtements et sacs. On voyait bien qu'elle était effrayée autant que son mari, mais l'obstination l'empêchait d'adoucir le ton. « Ça suffit, terminé !» cria-t-elle d'une voix tremblante. « Entre nous, tout est fini. C'est clair pour toi ? N'ose pas m'appeler !» Michel, une dernière fois. Il l'appela, mais elle, sans se retourner, s'affairait près de la porte d'entrée, enfilant ses chaussures sur ses pieds nus. « Où vas-tu maintenant ? Arrête-toi !» Pour toute réponse, la porte claqua dans un fracas assourdissant. Dans le silence qui s'installa, Maxime resta longtemps debout au milieu du salon désert. Le sang bourdonnait dans ses oreilles. Il regarda autour de lui. Sur le sol jonchait la commode renversée, des objets tombés, la veste arrachée du mur. Dans le miroir de l'entrée, il vit son reflet. Un homme échevelé, le visage déformé par la rage, qu'il reconnut à peine. Il marcha lentement vers la chambre. Sur le lit conjugal gisaient encore les draps froissés, imprégnés d'une odeur étrangère. Maxime frissonna de dégoût. D'un geste brusque, il arracha la couverture et les draps, les froissa en boule et les jeta dans un coin de la pièce. Il voulait effacer tout souvenir de cette humiliation récente. Ce n'est qu'à cet instant que les conséquences de ce qui venait de se passer commencèrent à pénétrer sa conscience. Sa femme l'avait trompé, était partie en emmenant les enfants. La famille s'était effondrée en un instant. Plusieurs heures s'écoulèrent. Maxime n'avait pas pu fermer l'œil. Il était assis dans la cuisine, le regard fixé sur un point devant lui. Quelque part derrière la fenêtre pointait l'aube précoce, mais dans l'âme de l'homme régnait une nuit totale. Sur la table restait une tasse de thé à moitié bue. Maxime ne se souvenait même plus comment il avait fait bouillir la bouilloire, ni pourquoi il avait préparé ce thé, sans doute par inertie, pour occuper ses mains. La boisson chaude avait refroidi depuis longtemps, tout comme l'ardeur de sa rage aveugle. À sa place était venue une douleur sourde. Il se leva, sentant des courbatures dans tout son corps. Le poing de sa main droite était enflé. Il avait apparemment frappé l'amant si fort qu'il s'était cassé les articulations des doigts. Maxime n'avait pas remarqué qu'il s'était égratigné la main. Mais quelle importance! La douleur physique n'était rien comparée à celle qui déchirait sa poitrine. Le téléphone sur la table vibra soudain, l'arrachant à sa stupeur pesante. Sur l'écran s'afficha le nom de son meilleur ami, Julien. Maxime prit machinalement l'appel.
Maxime, tu es déjà rentré ?» La voix enjouée de Julien résonna dans le combiné. « J'ai vu ton camion sur le parking. Tu es revenu plus tôt ?» En entendant simplement le ton bienveillant de son ami, Maxime sentit soudain une boule monter dans sa gorge. Quelques heures plus tôt encore, il aurait raconté avec enthousiasme à Julien quelle surprise il avait faite à sa femme. Mais maintenant, tout s'était retourné dans sa poitrine. « Julien ?» Il commença d'une voix rauque et se tut. Un silence s'installa à l'autre bout du fil. Julien comprit immédiatement que quelque chose de grave s'était produit. « Tu es où ?»« Chez moi. »« J'arrive tout de suite, » dit-il rapidement, sans poser de questions inutiles. 30 minutes plus tard, Julien sonnait déjà à la porte de l'appartement. Maxime ouvrit la porte. Son ami franchit le seuil en silence et l'étreignit fraternellement, lui tapant dans le dos. « Qu'est-ce qui s'est passé, mon frère ? Tu as une mine épouvantable » dit Julien d'un ton inquiet en scrutant son visage. Pour toute réponse, Maxime poussa seulement un soupir lourd et fit un signe de tête vers la cuisine. Tous deux s'y rendirent et s'assirent à table. Un certain temps, le silence régna. Finalement, Julien lui toucha doucement l'épaule. « Allez, raconte-moi ce qui s'est passé. » Les lèvres de Maxime tremblèrent. Il passa la paume sur son visage, comme s'il tentait d'effacer une hallucination. « Michel m'a trompé, » prononça-t-il d'une voix sourde, baissant les yeux vers le sol. Julien se redressa, fronçant les sourcils avec incrédulité. « Tu es sérieux ? Michel ? C'est impossible. Tu te trompes. » Maxime eut un rire amer. « J'aimerais bien me tromper, mais j'ai tout vu de mes propres yeux. Je suis rentré plus tôt, je pensais faire une surprise. Et elle avait un type dans le lit, tu imagines ? Directement dans notre maison. » Il se tut brusquement, serrant les mâchoires pour que sa voix ne flanche pas. Julien secoua la tête avec incrédulité puis serra les poings. « Salope !» souffla l'ami en se levant et en arpentant nerveusement la cuisine. « Alors, comment ? Elle fait ça depuis longtemps avec lui ?»« Je n'en ai aucune idée, » répondit Maxime avec lassitude. « Et je ne veux pas savoir. Hier, il était là, c'est sûr. Après, qui sait ? Peut-être qu'il se voyait depuis plus longtemps. Apparemment, pendant que je bossais comme un chien sur les routes, elle ne s'ennuyait pas ici. » « Et où est ce couple maintenant ?» Julien poussa violemment un tabouret du pied. On voyait bien que l'ami débordait d'une colère légitime. « J'espère que tu leur as bien mis la misère. » Maxime hocha sombrement la tête. « À ce type, oui, je lui ai réglé son compte. Je l'ai frappé un bon coup. L'armoire a tremblé. Il s'est enfui aussitôt. Et Michel aussi. Bref, elle a fait ses bagages et s'est barrée chez sa mère en emmenant les enfants. » Julien s'arrêta et grogna entre ses dents, ne trouvant pas d'autres mots. Il connaissait bien la belle-mère de Maxime. C'était une femme acariâtre qui n'avait jamais aimé son gendre. Maintenant, avec un tel prétexte, elle pouvait définitivement monter sa fille contre son mari. « Les enfants sont avec elle ?» répéta Julien pour être sûr. « Ouais », lâcha brièvement Maxime. La belle-mère les gardait déjà depuis la veille. Michel a envoyé exprès les enfants chez leur grand-mère pour organiser son rendez-vous avec ce type. Eh bien... Julien se laissa lourdement retomber sur le tabouret. « Et toi, maintenant, qu'est-ce que tu fais ?» Maxime haussa les épaules avec impuissance. « Je n'en ai aucune idée. Ma tête ne fonctionne plus du tout. » Il se tut, fixant ses paumes avec désespoir. Julien le regarda en silence pendant plusieurs minutes, expirant bruyamment par le nez. Finalement, l'ami demanda doucement. « Écoute, et si tu laissais tomber ? Oublie-la, vire-la de ta tête, vis ta vie. Dans quelques années, tu riras toi-même d'avoir souffert pour elle. » « Tout laisser tomber comme ça ?» répondit Maxime avec amertume. « Et les enfants, c'était ma famille. Comment puis-je tout effacer comme ça ?» Julien se gratta la barbe naissante sur le menton, puis proposa avec hésitation. « Peut-être qu'elle va réfléchir encore. Enfin, ça arrive à tout le monde. Elle a dérapé. La conne reviendra s'excuser. Tu pourrais pardonner ?» Maxime secoua la tête. « Non, elle n'a pas dérapé du tout. Ses yeux étaient vides, comme si j'étais personne pour elle. Elle a dit elle-même que tout était fini entre nous. Il n'y a rien à recoller. Et je ne veux pas pardonner ça. » L'ami acquiesça avec compréhension. « C'est vrai. Elle a trahi une fois, elle trahira encore. Il n'y aura plus de confiance. » Les deux hommes restèrent silencieux un moment. Finalement, Julien demanda « Écoute, et les enfants, elle te laissera les voir ?»
Maxime serra les poings. Pour l'instant, elle refuse. Je vais aller la voir aujourd'hui. On va discuter. Elle a crié qu'elle ne me laisserait pas approcher, mais je vais obtenir ce que je veux. Théo et Emma sont mes enfants. Je les aime. Je ne permettrai à personne de me couper d'eux. Ses yeux brillèrent de colère. Julien frappa la table de la paume avec approbation. C'est ça, elle n'a pas à faire sa loi. Ne t'inquiète pas, on va s'en sortir. Nous sommes ensemble. Elle n'a aucun droit de priver un père de voir ses enfants. Il se tut, puis regarda attentivement Maxime. Écoute, et ce gigolo, c'est qui ce type? Tu le connais? Non, je le vois pour la première fois, répondit Maxime. Un mec d'une trentaine d'années, apparemment chauffeur de taxi. Quand il s'est enfui, j'ai regardé par la fenêtre. Il est monté dans une bagnole avec un toit lumineux. Donc ouais, très probablement de son boulot. Chauffeur de taxi, compris. Tu sais, j'ai une idée. Tu devrais dormir au moins 2 heures maintenant, et après on ira ensemble chez ta belle-mère. Mais pas tout seul, je viens avec toi. On ne sait jamais si ce type se pointe là. Maxime voulut protester, mais il sentit soudain une chaleur dans son cœur en réalisant que son ami était prêt à le soutenir. « Merci, Julien, dit-il doucement. Je ne sais pas comment je m'en sortirai sans toi. » Julien balaya l'air de la main. « C'est rien. Allez, repose-toi maintenant. Moi, je vais m'allonger sur le canapé, et toi, va dans la chambre. Dans quelques heures, on ira. » Réalisant à quel point il était épuisé, Maxime finit par acquiescer et se dirigea vers la chambre. Après plusieurs heures de sommeil agité, Maxime fut réveillé par la sonnerie du téléphone. C'était le répartiteur du dépôt qui demandait s'il prendrait la route ce soir. « Non, monsieur Durand, j'ai des problèmes familiaux, » répondit Maxime d'une voix rauque dans le combiné. Le chef grogna quelque chose à propos d'un congé imprévu, mais finit par l'autoriser à prendre quelques jours à ses frais. « Merci. » Ce fut tout ce que dit Maxime, passant une main fatiguée sur son visage. Il n'était pas d'humeur à travailler en ce moment. Vers midi, Maxime et Julien se rendirent chez la belle-mère, dans la maison des parents de Michel. Le portail rouillé de la petite cour privée était verrouillé. Maxime frappa plusieurs fois avec l'anneau de fer contre le portillon. Un chien aboya. Finalement, des pas résonnèrent dans la cour, et la porte du portillon s'entr'ouvrit juste assez pour laisser apparaître le visage sévère de son beau-père, Pierre. En apercevant son gendre, il fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux ?» Le beau-père grogna sans aménité, sans se presser de laisser entrer Maxime. Michel n'a rien à te dire. Julien se tenait derrière son ami, les bras ostensiblement croisés sur la poitrine. Maxime répondit fermement. « J'ai besoin de voir les enfants. Je suis venu pour Théo et Emma. » « Il n'en est pas question, » lâcha méchamment Pierre en tentant de refermer le portillon. « Dégage d'ici. » Le père s'est enfin manifesté, mais Maxime vissa son pied dans l'ouverture et s'arc-bouta de la main. « J'ai parfaitement le droit de voir mes enfants, » prononça-t-il fermement en regardant son beau-père droit dans les yeux. « Et aucune de vos interdictions n'est légale. »« Le droit ?» répéta soudain la belle-mère d'un ton moqueur en apparaissant derrière l'épaule de son mari. Son visage était haineux. « Tu aurais dû te souvenir de tes droits plus souvent avant. Élever tes enfants, voilà ton droit. Mais toi, tu courais les routes. Tu as abandonné ta famille. Et maintenant tu rappliques. Mes enfants, mes enfants. » « Ce n'est pas à vous de me faire la morale, Madame Leroux, » dit froidement Maxime en se rappelant comment sa belle-mère avait toujours été mécontente de son travail. « Je faisais vivre ma famille comme je pouvais, et je veux parler à Michel et aux enfants. » « Michel ne se sent pas bien, » trancha sèchement le beau-père. « Après tes scandales, elle fait de l'hypertension. »« Qui est là ?» On entendit la voix de Michel elle-même depuis la maison. « Papa, c'est encore lui ?» cria la belle-mère par-dessus son épaule vers l'intérieur de la maison. « Il va partir tout de suite. » Mais Maxime n'avait aucune intention de partir. Il éleva la voix, s'adressant à sa femme invisible derrière la clôture. « Michel, rends-moi les enfants pour le week-end, ou parlons normalement maintenant. Pourquoi ces scènes ? C'est toi qui as fait une scène quand tu as ramené un homme étranger dans ma maison, lui rappela-t-il, sentant la colère bouillonner. Maintenant, je viens normalement voir mes enfants. Si tu ne leur as rien dit de mal sur moi, qu'ils viennent et on discute. » Michel serra les lèvres, mais ne dit rien. En revanche, la belle-mère explosa. « Espèce d'ordure, tu oses encore venir ici après tout ? Aucune femme respectable ne te laissera franchir son seuil après ce que tu as fait. »« Maman, ça suffit, » la coupa Michel en jetant un regard anxieux à Maxime. « Pas d'insultes, s'il vous plaît. »
Mais Madame Leroux était déjà lancée. Elle rajusta nerveusement son peignoir et siffla. « Et quoi, ce n'est pas vrai ? Qui faut-il laisser entrer ? Un rustre qui a terrorisé ma fille à mort, elle et Denis. Fermez-la !» rugit Julien si fort que la belle-mère recula. « Encore un mot sur ce Denis et vous allez le regretter. Vous me reprochez d'avoir travaillé, d'avoir fait vivre ma famille. Je me suis crevé dans mes tournées pour que vos petits-enfants aient tout. Et votre fille, elle m'a remercié comme... » Il se mordit la langue, s'arrêtant lui-même. Une pause s'installa. On sentait qu'encore un peu et le conflit dégénérerait en bagarre. La tension pesait dans l'air. Julien s'approcha de Maxime, prêt à intervenir. Pierre rompit sombrement le silence. « Bref, voilà comment ça va se passer, dit-il d'une voix de basse. Les enfants vont rester avec nous pour le moment. Et toi, tu ferais mieux de te demander s'ils sont vraiment tes enfants. Tiens, la petite Emma, elle ne te ressemble pas du tout. Peut-être que tu n'as rien à faire ici, alors dégage. Je te le dis gentiment. » Maxime ne comprit même pas tout de suite le sens de ce qui venait d'être dit, comme si on lui avait jeté de l'eau bouillante dessus. « Qu'est-ce que vous racontez ? Emma est ma fille ?» La belle-mère eut un rire méchant. « Eh bien, prouve-le. Tu aimes bien courir au tribunal, tout légalement. Alors prouve d'abord que ce sont tes enfants, et après tu pourras exiger quelque chose. » La gorge de Maxime se noua. Michel pâlit, tirant nerveusement sa mère par la manche. « Maman, tais-toi. » Mais les mots avaient déjà été prononcés. Julien déplaçait son regard, bouleversé, de la belle-mère à Maxime. Celui-ci pâlissait lentement, ses doigts se serrant involontairement en poing. « On se tire d'ici, Maxime, » dit doucement Julien en le prenant par le coude. « C'est inutile maintenant. » Maxime resta planté là encore quelques secondes. Il regardait au-delà de sa belle-mère, au-delà de son beau-père, fixant directement sa femme. Celle-ci baissa les yeux et ne fit que serrer contre elle la petite Emma terrorisée. « Je reviendrai », lâcha Maxime d'une voix sourde en tournant les talons. « Et on parlera autrement. » Il pivota et sortit rapidement. Julien lâcha le portillon et les portes claquèrent immédiatement derrière eux. Le jour même, Julien insista pour que Maxime consulte un bon juriste. L'ami appela un avocat de sa connaissance, et dès le soir, ils étaient assis dans le petit bureau d'une avocate spécialisée en droit de la famille, maître Camille Dubois. Après avoir écouté le récit confus de Maxime, elle hocha gravement la tête. « La situation est désagréable, certes, mais gérable. Premièrement, il faut déposer officiellement une demande de divorce. Deuxièmement, exiger par le tribunal un test ADN pour la plus jeune enfant. Si cela confirme que la petite n'est pas de vous, vous avez le droit de ne porter aucune obligation envers elle. Par conséquent, vous ne paierez de pension alimentaire que pour votre fils. » « Et pour le divorce lui-même » demanda sombrement Maxime. « C'est elle la coupable, l'adultère est flagrant. Ça joue en quelque sorte. L'appartement, je l'ai acheté avec mon argent, et la voiture aussi. Je ne veux pas qu'après tout ça, elle obtienne en plus le logement. » Maître Dubois écarta les mains. « Malheureusement, notre législation ne tient pas compte de la faute dans le partage des biens. Ce qui a été acquis pendant le mariage se divise par moitié, aussi injuste que cela puisse paraître. On peut bien sûr tenter de contester les parts devant le tribunal. Par exemple, prouver qu'elle détournait l'argent familial ou le dépensait pour son amant. Mais il faut des preuves solides. » Maxime s'assombrit. « Je doute pouvoir prouver ça, et je ne connaissais pas les détails de leur relation jusqu'à maintenant. » « En revanche, poursuivit l'avocate, le fait même de l'adultère peut jouer un rôle dans la décision concernant les enfants. Si on parvient à confirmer qu'un enfant n'est pas de vous, cela portera un coup sévère à sa réputation au tribunal. Du point de vue moral, c'est clairement sa faute dans l'éclatement de la famille. Le juge ne laissera pas passer ça inaperçu. « Vous pensez que j'ai une chance de récupérer mon fils ?» demanda Maxime avec espoir. L'avocate secoua la tête avec scepticisme. « Franchement, les chances sont minces. Vous êtes constamment sur les routes. Votre emploi du temps est irrégulier. Le tribunal laissera presque certainement les 2 enfants avec la mère, à moins qu'elle n'y renonce elle-même. Mais on peut prescrire un droit de visite généreux. Nous exigerons des droits maximaux de rencontre avec votre fils. » « Et la fille, marmonna Maxime, si jamais elle n'est pas de moi. » Il ne termina pas sa phrase. Une boule se forma dans sa gorge. « Je comprends, c'est douloureux d'y penser. Mais il vaut mieux connaître la vérité.
Et puis ce sont eux qui ont lancé l'insinuation, n'est-ce pas? Donc il faut vérifier. Nous déposerons une requête pour une expertise génétique. Le tribunal ordonnera officiellement un test ADN. Maxime acquiesça, rassemblant son courage. Faites tout ce qui est nécessaire. L'avocate commença immédiatement à préparer les documents. Quelques jours plus tard eut lieu l'audience préliminaire au tribunal. Le juge, après avoir entendu la partie de Maxime et l'objection de Michel qui niait farouchement la nécessité du test, accueillit favorablement la requête. Une expertise ADN fut ordonnée dans le laboratoire médico-légal de la ville. Le jour du test arriva. Le matin, à l'heure dite, Maxime arriva au bâtiment du laboratoire avec son avocate. Michel était déjà là, pâle, serrant son sac dans ses mains. À côté se tenaient ses parents. Les enfants étaient regroupés près de leur grand-mère. La mère de Michel fusilla son gendre du regard, et Pierre se tenait sombre comme un nuage, évitant de croiser les yeux de Maxime. Théo, en apercevant son père, agita joyeusement la main. « Papa, nous aussi on va chez le docteur. »« Je ne suis pas malade. »« N'aie pas peur, tout va bien, » répondit Maxime à son fils en s'efforçant de sourire. « C'est juste pour un moment. Ils vont faire un prélèvement dans ta bouche et c'est tout. » Michel restait debout, les yeux baissés. On aurait dit qu'encore un peu et elle éclaterait en sanglots. Maître Dubois salua sèchement Michel et ses parents et se dirigea pour remplir les formalités. Quand l'infirmière invita tout le monde à entrer, Michel dit soudain doucement, regardant son ex-mari. « Pourquoi tu fais ça, Maxime? Pourquoi ce cirque? Tu n'as pas eu assez de douleur ?» Il la regarda d'un regard brûlant. « Pas assez. Et toi, apparemment, ça ne t'a pas suffi de me mentir en face pendant toutes ces années. » Michel se détourna en se mordant la lèvre. Maxime ne prononça plus un mot. La procédure se déroula en silence. Des échantillons ADN furent prélevés sur le père, la mère et la petite Emma. Théo, en tant qu'aîné, ne participa pas. Il regardait seulement autour de lui avec incompréhension, sentant la tension des adultes. « Maman, papa va rentrer à la maison avec nous ?» demanda-t-il timidement quand tout fut terminé. « Non, Théo, » répondit doucement Michel en évitant le regard de Maxime. « Papa est occupé. » Maxime ne dit rien, serrant seulement les poings dans les poches de sa veste. Les jours d'attente des résultats s'étirèrent avec une lenteur torturante. Maxime ne tenait plus en place. Le jour, il tentait de se distraire avec des tâches domestiques ou allait au garage chez Julien. Et la nuit, il se tournait et se retournait sans pouvoir dormir. Les pensées sur la trahison, sur le sort des enfants ne quittaient pas sa tête. Parfois, la colère bouillonnait en lui si fort qu'il voulait casser quelque chose. Et parfois, l'envahissait une lourde mélancolie. Un jour, en rangeant des affaires, il tomba sur un vieux album photo. Sur les pages souriaient des visages insouciants. Lui et Michel le jour de leur mariage. Heureux, amoureux. À l'époque, elle lui semblait la plus fidèle et la plus proche. Maxime referma violemment l'album, sentant ses mains trembler. Il n'y avait plus de retour vers le passé possible. Mais même dans ces minutes difficiles, il ne regrettait pas sa décision. Mieux valait une vérité amère qu'un mensonge doux. 2 semaines plus tard, les résultats étaient prêts. Maxime récupéra l'enveloppe scellée personnellement au laboratoire. Debout sur le perron du bâtiment, il déchira le papier épais et sortit le formulaire officiel avec les tampons. Ses yeux parcoururent rapidement les lignes de la conclusion. Analyse des locus ADN. Probabilité de paternité 0%. Le document affirmait sans équivoque « Maxime n'était pas le père biologique d'Emma ». Donc les paroles méchantes de sa belle-mère étaient vraies. Étrangement, au lieu de douleur, il n'y avait dans son âme qu'un vide. Le papier trembla dans ses mains. Maxime fixa bêtement pendant quelques secondes les mots « n'est pas ». Il cligna des yeux, sentant ses yeux s'humidifier. C'étaient des larmes de rage qui montaient à ses paupières. « Alors, qu'est-ce que ça dit ?» La voix de Julien résonna derrière lui. Maxime se retourna. L'ami l'attendait à l'entrée, se balançant d'un pied sur l'autre. Silencieusement, il lui tendit la feuille. Julien parcourut le document du regard et jura méchamment. « Donc elle s'est vraiment envoyée en l'air, quelle horreur !» Maxime expira lentement et rangea soigneusement la conclusion. Son visage se figea. Ni douleur, ni déception, juste un calme glacial. « Maintenant, c'est clair, dit-il tranquillement.
Fini les doutes. Julien plongea son regard dans le sien. Tu vas comment ? Bien. Moi, je vais bien, répondit Maxime en rangeant le papier dans le dossier. Mais pour eux, maintenant, ça va vraiment mal aller. Il ferma le dossier et le serra fermement contre sa cuisse. Dans sa tête mûrissait rapidement un plan. « Qu'est-ce que tu mijotes ?» s'inquiéta Julien. « La vengeance », trancha Maxime en fixant un poing dans le vide. « J'en ai assez des cérémonies. Il est temps de faire en sorte que ni Michel, ni ce gigolo ne trouvent la vie belle. » Julien eut un sourire narquois. « Enfin, tu parles sérieusement. Comment je peux aider ?» Maxime lui jeta un bref regard. « Tu te souviens ? Tu parlais d'un détective privé que tu connais ? Appelle-le là, qu'il m'aide à déterrer des infos sur notre chauffeur de taxi. » Les yeux de Julien s'allumèrent. Il sortit rapidement son téléphone. « Ce sera fait, chef. On organise tout de suite. » Le soir même, Maxime, Julien et leur connaissance commune, Antoine, qui travaillait comme détective privé, se réunirent dans le garage du dépôt où Maxime garait auparavant son camion. Autour d'un thé fort, ils discutèrent des détails. Voilà comment ça se présente. Antoine étalait sur la table un dossier avec les résultats de son enquête express. L'amant de ta femme s'appelle Denis Martin, 33 ans, divorcé. Il a une fille d'un premier mariage. Il travaille comme chauffeur de taxi chez Flèche, 5 ans d'ancienneté. Il a déjà été poursuivi pour hooliganisme mineur. Il a écopé d'1 an avec sursis. Quel genre de hooliganisme ? Précisa Maxime. Antoine ricana. Il s'est battu avec quelqu'un devant un bar. Des conneries, mais c'est noté. Ensuite, il a des amendes de circulation impayées pour une grosse somme, déjà transmise aux huissiers. Il a aussi pas mal de dettes de crédit. Il a emprunté pour acheter sa voiture. Il rembourse encore. Bref, un type peu fiable, typique. Maxime eut un sourire amer. Au moins ça, c'est réjouissant. Donc on peut lui causer des problèmes si on veut. Facile, acquiesça Antoine. J'ai une idée. Avec ses amendes et ses dettes, on peut organiser un contrôle. J'ai un copain à la police routière qui adore ce genre de type. Il l'arrêtera en service, trouvera un motif. Ils font en ce moment une opération contre les taxis illégaux. Je vais lui demander de surveiller Martin de près. Julien eut un sourire sombre. On peut aussi se passer de la police. Lui crever les pneus la nuit. Et voilà, marmonna-t-il, histoire qu'il apprenne à ne pas courir après les femmes des autres. Pas d'amateurisme, balaya Antoine. Par la loi, c'est plus sûr et ça fera plus de dégâts. Parfait, acquiesça Maxime. Qu'il perde son permis, ça ne me dérange pas. Considère que c'est déjà fait, assura Antoine. Le lendemain arriva. Michel avait sans doute déjà reçu la copie des résultats de l'expertise du tribunal. Mais Maxime n'avait pas l'intention de se limiter à un envoi silencieux de papier. Il décida de voir sa réaction en personne. Avant cela, Maxime passa chez ses parents. Eux aussi avaient le droit de connaître la vérité. Sa mère et son père s'inquiétaient depuis longtemps en entendant parler du divorce imminent, mais ils ne connaissaient pas encore les vraies raisons. En entendant la confession de leur fils, les parents furent d'abord pétrifiés par le choc. La première à craquer fut la mère, qui sanglota doucement en se couvrant la bouche de la main. « Comment est-ce possible ? Emma, nous l'avons élevée, choyée, sanglotait-elle. Elle n'est donc plus notre petite fille maintenant ? » Le père serra sombrement les poings. « Donc elle nous a tous trompés pendant des années, gronda-t-il à propos de Michel. Moi qui me disais que cette petite ne ressemblait pas du tout à Maxime. Eh bien, toi qui portais notre nom de famille, tu nous regardais dans les yeux et tu mentais. »« Maman, papa, dit Maxime avec lassitude en baissant la tête. Je suis moi-même sous le choc. Mais on ne peut rien y faire. Je vais divorcer et je ne pourrai pas m'occuper d'Emma. Pardon, mon fils. » La mère eut pris la main. Pardonne-nous. Peut-être qu'on n'a pas assez fait attention, qu'on n'a pas vu sa vraie nature, les pauvres enfants, notre petit Théo. Et Emma me fait pitié aussi. Elle n'est pas coupable, elle. Le cœur de Maxime vacilla un instant. Sa mère avait raison. Les enfants n'étaient pas coupables. Mais il chassa aussitôt ses doutes. La blessure était trop profonde. « Théo est à nous, dit-il fermement. Mais Emma, je ne suis plus rien pour elle maintenant. Oui, je plains la petite, mais je ne pourrai même plus la voir. C'est trop douloureux. » « Eh bien, soupira le père en tapotant l'épaule de sa femme pour la réconforter.
Nous ne te jugeons pas. Décide toi-même ce qui est le mieux. Sache juste qu'on est avec toi. Merci, dit Maxime en regardant les visages éprouvés de ses parents. Tout ira bien pour moi. Et pour vous. Vous devez tenir le coup aussi. Il se trouve qu'une petite fille n'est pas de notre sang, mais on a Théo. La mère essuya ses larmes et acquiesça. C'est vrai, on ne laissera pas tomber notre petit Théo. On invitera en visite. Ils se souviennent qu'il nous a, nous, son grand-père et sa grand-mère. Peu après, Maxime prit congé de ses parents. Aller chez sa belle-mère après cette conversation était moralement plus facile. Sa famille le soutenait, donc il faisait tout bien. En attendant le soir, il se rendit seul chez sa belle-mère. La nuit tombait, les fenêtres de la maison étaient éclairées. Maxime frappa. Cette fois, Michel elle-même lui ouvrit la porte. En voyant son ex-mari, elle changea de visage. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Parler, répondit-il durement, calmement, juste. Elle resta indécise un moment, mais finit par sortir sur le perron en refermant la porte derrière elle. On voyait qu'elle était tendue. « J'ai reçu des résultats, et alors ?» lâcha-t-elle en s'efforçant de garder une mine froide, bien que sa voix ait tremblé. Maxime la regarda attentivement. Il y a peu encore, il aurait peut-être ressenti de la pitié pour cette femme aux yeux éteints. Mais maintenant tout était brûlé à l'intérieur. « Et alors, Michel, martela-t-il, alors tu vis comme tu veux avec le nouveau papa d'Emma, et moi, je dépose une déclaration disant que je ne me considère pas comme le père de cette petite. Puisque tu as préféré avoir un enfant du premier venu, vas-y, réclame-lui une pension alimentaire. » Michel pâlit. « Ce n'est pas le premier venu, murmura-t-elle, et je ne pensais pas que ça finirait comme ça. »« Tu ne pensais pas, la singea Maxime. Ah ça, penser, tu n'as jamais aimé ça. Ton Denis s'est planqué dans les buissons, il ne se presse pas de se reconnaître papa. Pourquoi tu me fais ça? Nous avons vécu tant d'années ensemble, les enfants. C'est toi qui m'as fait ça, trancha-t-il. Tu as tout détruit de tes propres mains. Maintenant tu vas récolter ce que tu as semé. On se verra au tribunal. » Michel sanglota en se couvrant le visage de ses mains. Mais Maxime ne broncha même pas. Il pivota et s'éloigna de la cour sans se retourner vers les pleurs discrets derrière lui. Pendant ce temps, le plan concernant Denis se réalisa également pleinement. Quelques jours plus tard, Antoine informa Maxime que Martin avait été arrêté en plein service. Denis avait tenté de discuter et d'être insolent avec l'inspecteur, mais c'était exactement ce qu'ils attendaient. Au final, procès-verbal pour infraction grave, la voiture fut envoyée à la fourrière et le dossier transmis au tribunal. Résultat, suspension de son permis de conduire pour 1 an et demi. En l'apprenant, Maxime eut juste un sourire ironique. La justice avait rattrapé celui qui s'était si habilement immiscé dans la famille d'autrui. 1 mois plus tard, eut lieu le divorce. À l'audience, Michel avait l'air abattu et épuisé. Ces dernières semaines, elle semblait avoir vieilli de 5 ans. Les nuits blanches et les soucis constants se faisaient sentir. Elle ne contesta aucune des demandes de son ex-mari. En officialisant la rupture définitive, Maxime ressentait à la fois de l'amertume et un étrange soulagement. Selon la décision du tribunal, leur fils commun, Théo, restait vivre avec sa mère. Mais Maxime obtenait un droit de visite étendu. Tous les week-ends et tout le mois des vacances d'été, son fils pourrait passer du temps avec son père. Emma, en revanche, fut officiellement reconnue par le tribunal comme n'étant pas l'enfant de Maxime. Sur la question des biens, les parties parvinrent également à un accord. L'appartement de 3 pièces fut décidé à la vente, l'argent devant être partagé par moitié. Michel avait d'abord tenté d'exiger le logement pour elle en invoquant les enfants. Mais après l'histoire scandaleuse de la paternité, elle cessa de contester. Maxime garda la voiture pour lui en compensant à sa femme sa part. Après le tribunal, Michel s'approcha de Maxime dans le couloir. Elle avait l'air pitoyable, visage émacié, yeux rouges. « Pardonne-moi, dit-elle doucement en baissant la tête. J'ai tout détruit, je sais. Si tu peux, pardonne-moi. » Maxime la regarda longuement. Dans son âme, il n'y avait ni colère ni pitié, rien, juste du vide. « Vis comme tu veux, » prononça-t-il sans émotion en se détournant. Michel voulut ajouter quelque chose mais n'osa pas. Elle s'éloigna lentement et Maxime ne se retourna pas pour la suivre du regard. 1 semaine plus tard arriva le premier week-end après le divorce.
Selon la décision du tribunal, Maxime devait récupérer Théo chez lui pour 2 jours. Il arriva devant la maison de sa belle-mère et sans entrer, attendit près du portail. Dans la cour résonnèrent des voix d'enfants. Théo sortit le premier en courant avec un petit sac à dos et se jeta joyeusement vers son père. Derrière lui surgit la petite Emma. En voyant Maxime, elle sourit et tendit les bras vers lui. « Papa, moi aussi je viens avec toi » demanda-t-elle d'une voix claire. Maxime se crispa. Il regarda attentivement la fillette, ou plutôt l'enfant qui jusqu'à récemment était sa fille. Une boule se forma dans sa gorge. « Emma ? Non. » Michel accourut rapidement derrière, attrapant sa fille par la main. « Tu restes avec moi, ma chérie. Seul Théo va chez papa. » Le petit visage d'Emma se décomposa. « Pourquoi ? Moi aussi je veux aller avec papa. » Maxime resta silencieux, incapable de trouver les mots. Michel, évitant de le regarder dans les yeux, se pencha vers sa fille. « Parce que c'est plus pratique pour papa comme ça, » balbutia-t-elle en caressant tendrement la tête de la petite. « Tu es encore trop petite, Emma. C'est difficile pour toi de dormir hors de la maison. Quand tu seras plus grande, alors... » Emma sanglota. Ses yeux se remplirent de larmes. « Papa, je serai sage. Je peux venir aussi ?» supplia-t-elle pitoyablement. Le cœur de Maxime se déchirait. Il se retint de justesse de craquer et d'emmener aussi la fillette. Mais il se rappela tous les mensonges qu'il avait vécus et se détourna simplement en silence. « Allez, Emma, ne fais pas de caprice » dit sèchement Michel en soulevant dans ses bras sa fille en pleurs. « Dis au revoir à Théo. » Théo se tenait à côté, les sourcils froncés. Il commençait déjà à comprendre que quelque chose n'allait pas, mais ne dit rien. Maxime posa rapidement la main sur son épaule. « On y va, champion. » Le garçon acquiesça et ils se dirigèrent vers la voiture. Emma se débattait dans les bras de sa maman, tentant d'appeler son frère et son papa, mais Michel la ramena dans la maison. Tout le trajet du retour, Théo resta assis silencieusement, s'essuyant seulement de temps en temps les yeux avec sa manche. Maxime non plus ne put prononcer un mot. Il comprenait que, aussi cruels que puissent paraître ces moments, ce serait mieux pour tous. Ce n'est que tard le soir, quand ils étaient déjà à la maison, que Théo demanda doucement à son père. « Papa, pourquoi Emma n'est plus avec nous ? Elle ne viendra plus jamais chez toi ?» Maxime hésita, cherchant ses mots. « Tu comprends, mon fils, il se trouve qu'Emma va rester avec maman pour le moment. Ne t'inquiète pas, tout ira bien pour elle. » Le garçon fronça les sourcils et baissa les yeux. « C'est à cause de ce que maman était amie avec ce monsieur. »« Théo, ça suffit, » dit doucement le père en caressant la tête de son fils. « Ne parlons pas de ça. Sache juste que je t'aime plus que tout au monde. Et Emma, c'est aussi une bonne enfant. Simplement maintenant, c'est maman qui s'occupe d'elle. » Théo acquiesça, bien qu'il n'ait apparemment pas tout compris. Il serra fort son papa dans ses bras, et Maxime pressa son fils contre lui, remerciant silencieusement le destin de lui avoir laissé ce petit être cher. Un jour, 6 mois après le divorce, Maxime passa sur la base des routiers où il travaillait auparavant pour montrer son nouveau camion à ses amis. Julien, en apercevant le mastodonte rutilant, siffla joyeusement. « Eh bien, Maxime, tu assures, sacrée machine !» Il fit le tour du camion en tapant de la paume sur la portière. « Félicitations, le patron a réalisé son rêve. » 2 autres collègues les rejoignirent, bombardant Maxime de questions sur les détails techniques. Celui-ci montrait fièrement la cabine spacieuse, le moteur dernier cri. Tout cela avait été acquis avec ses propres moyens, gagné par un travail acharné et sans relâche. Quand l'enthousiasme retomba et que les collègues repartirent à leurs affaires, Julien et Maxime s'assirent pour fumer près des portes du garage. La soirée d'été descendait doucement sur le parking. Au loin résonnait le chant mélodieux des grillons. « Écoute, je suis vraiment content pour toi, mon frère, » dit Julien en tirant sur sa cigarette. « Après tout ça, tu n'as pas abandonné. Tu tiens bon. Franchement, tout le monde n'aurait pas pu. »« Qu'est-ce qui me restait d'autre ?» sourit Maxime avec ironie. « Il faut bien continuer à vivre. » Julien acquiesça, resta silencieux un instant puis déclara soudain. « Tu sais, tu ne t'accroches qu'au travail maintenant, mais ta vie personnelle est en pause. Peut-être que tu devrais vraiment essayer de trouver quelqu'un. Toutes les femmes ne sont pas comme ça. Tiens, notre nouvelle répartitrice, Léa, elle te regarde tout le temps. » Maxime secoua la tête. « Non merci Julien, je ne veux rien de tout ça, je suis très bien comme ça. » L'ami sourit avec un air coupable. « Compris.
Je ne m'en mêle plus. Je souhaite juste que tu rencontres une femme digne de toi un jour. Tu es un type formidable. Pourquoi pas? Quand le temps sera venu, répondit évasivement Maxime en faisant claquer son briquet pour allumer sa cigarette. Pour l'instant, je vais très bien sans relation sérieuse. J'ai mon travail, j'ai mes amis. Mon fils grandit, je n'ai besoin de rien d'autre. Julien lui tapa sur l'épaule. Eh bien, si c'est ce que tu as décidé, alors c'est la bonne décision. Après tout ce que tu as vécu, tu as le droit de vivre comme tu l'entends. Ils restèrent encore un peu silencieux, observant le soleil se coucher derrière les cimes des arbres lointains. Maxime ressentait une paix profonde. Tout était exactement comme il l'avait dit. Il avait sa propre vie, certes pas celle qu'il s'était imaginée autrefois, mais calme et honnête. Il avait vendu sa part de l'appartement et s'était acheté un excellent nouveau camion pour travailler, dont il rêvait depuis longtemps. Il consacrait désormais plus de temps à lui-même, partait souvent à la pêche avec ses amis, restait de longues heures avec sa canne au bord du lac tranquille, savourant le silence. Il retrouvait ses camarades, lisait des livres pour lesquels il n'avait jamais eu le temps auparavant, et bien sûr, continuait à prendre soin de son fils, même à distance. Cette ancienne confiance naïve et cette douceur n'étaient plus en lui. Maxime était devenu plus dur, plus prudent. Il respectait toujours les femmes, mais n'idéalisait plus la vie de famille. Désormais, il voyait clair. Personne n'est à l'abri de la trahison et de l'infidélité. Et c'est ainsi que cette histoire se termine. En réfléchissant à voix haute, il faut dire « La trahison détruit les familles et les destins, et tôt ou tard, la vérité éclate au grand jour. Le mensonge et l'infidélité se paient au prix fort. Et ce sont d'abord ceux qui ont trahi la confiance de leurs proches qui perdent le plus. Notre héros, à travers la douleur, a trouvé une nouvelle vie. Il est devenu plus fort, plus sage, et ne permettra plus jamais qu'on ne manipule ou qu'on le trompe. Dans ce genre d'histoire, ce sont les enfants innocents qui souffrent le plus. Il leur est particulièrement douloureux de vivre la trahison de leurs parents. Souvenez-vous, chérissez la fidélité et l'honnêteté dans vos relations, car perdre la confiance est facile, mais la restaurer est impossible. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et d'écrire vos commentaires.